Dans cette 56e session des tutos maths, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Solène Roux qui va nous parler des équations structurelles. Donc, Solène Roux est ingénieure d'études au LAPSI, un laboratoire de psychologie à l'Université de Bordeaux. Elle est aussi coordinatrice du réseau local Maths-HS Somaté, qui concerne le sud-ouest de manière très très large. Donc, si vous êtes à Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Limoges ou Pau et que vous êtes intéressé par les... Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, vous voyez, c'est vraiment la version sud-ouest de définition sud-ouest. N'hésitez pas à les rejoindre parce qu'ils font plein de choses et c'est un groupe très actif et dynamique. Donc, merci beaucoup Solène d'être là et puis je te laisse la parole pour ce tuto sur les équations structurelles. Merci à vous de m'avoir proposé de faire ce tuto sur les équations structurelles et merci à vous d'organiser des tutos, c'est tellement important dans nos métiers. Donc, merci pour tout ça. Donc, moi, je suis Solène Roux, effectivement, je suis ingénieure, donc je ne vous vois pas, je suis désolée, j'ai switché sur l'autre fenêtre. Pardon. Oui, donc je suis ingénieure d'études au LAPSI et je me suis formée en fait aux équations structurelles pour répondre aux besoins de mes collègues en fait. Avant de vous présenter ce que sont les équations structurelles, je vais déjà commencer par vous expliquer ce que ne sont pas les équations structurelles, ou en tout cas faire un petit tour d'horizon de ce que ne sont pas les équations structurelles. Aujourd'hui, on est le 24 novembre, dans un mois c'est Noël, et en fait vous vous souvenez avec émotion que l'année dernière, votre grand-tante qui vous offre habituellement des vases moches a pris la décision de vous offrir des livres qu'elle a dénichés dans un vide-grenier. Donc là, vous êtes bien embêtés, vous vous demandez ce que vous allez faire de ce truc. Et en fait, pour vous, les livres, c'est très important et surtout, ça doit toujours être classé. Donc, vous voilà bien embarrassés, vous regardez les livres, vous regardez leur couverture, leur aspect. Vous vous demandez si vous n'allez pas les classer selon leur vétusté, mais bon, ça ne fait pas vraiment sens. Donc, vous commencez à les regarder d'un peu plus près, vous allez lire les titres, regarder les quatrièmes de couverture, ouvrir les pages. Et au fur et à mesure, vous commencez à collecter différentes informations sur ces différents livres. Vous vous rendez compte que ce ne sont que des livres de philosophie. Et vous vous rendez compte que ces livres brassent différentes périodes, en fait, de la philosophie, de l'époque antique à l'époque contemporaine. Ça y est, vous avez trouvé votre grille de classement. Vous allez les classer par ordre chronologique. En fait, quand on fait ça, on ne fait pas de SEM. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de SEM? Parce qu'en fait, vous avez dû regarder vos livres pour pouvoir savoir comment les classer. Vous avez donc réalisé une classification, enfin une analyse conduite par vos données. En fait, c'est une analyse data-driven. C'est tout l'inverse des SEM. En fait, les SEM, vous avez d'abord votre modèle théorique et vous voulez voir si ce modèle théorique s'ajuste à vos données. Donc pour ça, en fait, voilà. J'y reviendrai, j'expliquerai ça tout plus en détail avec les différents exemples. Donc les SEM, vous n'en avez peut-être pas entendu forcément parler, pourtant j'ai juste tapé SEM dans mes moteurs de recherche pour rechercher des articles. Et sur les articles qui sont parus en 2023, et en fait, dans toutes les disciplines des SHS, on retrouve des articles qui utilisent cette méthode d'analyse de données. Donc là, je vous ai mis quelques articles. Alors, il y en a en psychologie. Bon, après, c'est normal. Quand je fais la recherche par mots-clés, moi, j'ai toujours, en fait... c'est mes habitudes de recherche. Donc, je retrouve plus facilement des articles en psychologie. Mais en fait, il y en a dans toutes les disciplines des SHS. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler de SEM, mais pas forcément dans ce terme-là. Vous avez peut-être entendu parler des termes génériques, donc modèles en équations structurales, modèles structuraux, ou des termes peut-être plus particuliers comme modèles en équations simultanées, ça, ce sont des SEM, modèles en piste causale, etc. Donc tout ça, en fait, ce sont des modèles SEM. Après, vous avez peut-être jamais entendu parler des SEM, c'est pas très grave, mais c'est pas nouveau en fait. Ça existe, ça a au moins une centaine d'années puisque ça a été développé dans les années 20 par Sewall Wright. Donc lui qui est en biologie, en fait, c'était en biométrie. Il a développé les SEM en fait pour rendre compte de relations causales
à partir de variables supposées a priori sous l'influence de variables latentes. En fait, c'est pour voir la relation entre des variables manifestes et des variables latentes. Ensuite, en 1928, son papa intègre au modèle de son fils des variables explicatives. Et donc là naissent les modèles à équations simultanées. Alors, bon, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tous les termes que j'aborde, c'est juste pour vous montrer la perspective historique. Ensuite, dans les modèles causaux, donc en fait, un modèle théorique ne peut pas, et un modèle d'analyse ne peut pas être développé sans un modèle théorique a priori. Dans les années 70, Jörg Skog, lui, développe en fait les analyses factorielles confirmatoires. En fait, il intègre à ces différents modèles. À chaque fois, c'est un peu un millefeuille. Il intègre à ces différents modèles donc les analyses factorielles et donc développe les analyses factorielles confirmatoires. Donc ça, c'est en psychologie. Le L devant SEM correspond en fait à linéaire. Donc pour les analyses, en fait, parce que dans un premier temps, ça sera que pour des variables continues, mais en fait, on peut aussi le faire sur des variables qualitatives. Et ensuite, donc, dans les années 80, les SEM continuent de se développer avec Bentler, mais pas seulement, toujours en psychologie, avec des modélisations de plus en plus complexes, donc avec la prise en compte d'effets indirects, de précision sur les mesures de l'erreur, etc. Et en fait, depuis le début des années 2000, il y a une explosion en fait des SEM et des diversifications des modèles. Alors ça, c'est dû surtout au développement des différents logiciels. Alors vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent les SEM, peut-être déjà entendu parler des logiciels comme l'Israël, Amos ou R. En fait, ces logiciels, ou M+, tous ces logiciels permettent donc de faire des SEM et du coup, de créer des modèles théoriques de plus en plus complexes et des modèles d'analyse de plus en plus complexes qu'on ne pouvait pas, en fait, avant calculer directement à la main. Donc, j'ai parlé de variables latentes tout à l'heure et je vous expliquais que ce qu'avait développé Sewall Wright, c'était en fait un lien entre donc les variables latentes et des variables manifestes. En fait, ma flèche est orientée dans ce sens-là parce qu'en fait, c'est bien les variables latentes qui influencent les variables manifestes. Par exemple, si je prends l'exemple de l'intelligence, on peut pas, en fait, la variable latente, donc pour l'intelligence, on peut pas mesurer l'intelligence directement. La variable latente va rendre compte de quelque chose, d'une dimension qu'on ne peut pas mesurer directement. Donc, si je reviens sur l'intelligence, j'espère que les psychologues ne m'en voudront pas de parler en ces termes. Si je reviens sur l'intelligence, comme on ne peut pas la mesurer directement, on va faire appel à différents éléments de mesure, comme par exemple la mémoire. La mémoire, on sait très très bien la mesurer, on peut faire différents tests et on sait qu'en fait, elle est influencée par l'intelligence et que selon le niveau d'intelligence, eh bien, le résultat au test de mémoire sera différent. Donc, on peut utiliser la mémoire, on peut utiliser la façon de se repérer dans l'espace, etc. Tout un tas de choses qu'on peut mesurer et qui sont sous l'effet de notre variable latente intelligence. Donc, la variable latente, vous retrouverez ces termes-là. On parle souvent de variable endogène, alors que pour les variables manifestes, on parle souvent de variables exogènes. Alors, je vais vous présenter un premier exemple pour expliquer tout ça. J'ai juste oublié une petite chose. Là, dans mon graphique, en fait, c'est très normé, en fait, les représentations graphiques des SEM. Je ne me suis pas amusée à faire des ellipses et des rectangles totalement par hasard. Là, les ellipses, en fait, les variables latentes doivent toujours être représentées par des ellipses, alors que les variables manifestes doivent toujours être représentées par des carrés, par des rectangles. Donc, c'est très normé. Il y a d'autres éléments, les erreurs, les intercepts, etc. Mais ça, vous retrouverez tout ça dans la doc que je vous ai mis après en ressources à la fin de cette présentation. Donc, je vais commencer mon premier exemple. En fait, donc je vous ai pas mis la photo de ce petit chat noir qui vous fait les yeux doux totalement par hasard. En fait, pour vous parler de mon premier exemple et de parler des SEM, je me suis basée sur une étude de 2 chercheurs américains qui ont fait le constat qu'en fait, les chats noirs étaient moins souvent adoptés, plus souvent euthanasiés que les autres. Donc, c'est une étude qui a été largement reprise dans la presse, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, donc pour ça, pour comprendre pourquoi les chats noirs étaient plus souvent abandonnés, moins souvent adoptés que les autres, ils ont réalisé une étude en faisant évaluer des photos de chats à différents participants.
Donc, évaluer donc, les photos si les personnes devaient répondre si elles étaient d'accord pour adopter le chat, si elles trouvaient le chat plutôt amical, plutôt agressif. Et donc, il y avait deux groupes de personnes, des personnes qui évaluaient les chats noirs et d'autres personnes qui évaluaient des chats non noirs. Donc, en plus de l'évaluation de ces photos de chats, elles ont également fait passer deux questionnaires aux participants. Bon, je peux déjà mettre ça. Deux questionnaires aux participants. Un questionnaire sur la religion, afin de savoir si les personnes, en fait, quel est leur rapport à la religion, si Dieu est important pour elles, si elles prient tous les jours, si elles vont aussi donc, dans leur pratique, est-ce qu'elles se rendent régulièrement sur leur lieu de culte, etc. Et le deuxième questionnaire sur la relation aux phénomènes paranormaux. Donc, par exemple, est-ce qu'elle pense que les chats noirs portent malheur? Est-ce qu'elle pense que le chiffre 13 porte malheur? Est-ce qu'elle pense, elle croit en la magie noire? Tout ce genre de choses. En fait, le modèle théorique de ces chercheurs va être celui-ci. Donc, en fait, le présupposé, c'est que la religion influence les croyances en phénomènes paranormaux et que plus on croit dans des phénomènes paranormaux, plus on a tendance à évaluer négativement les photos de chats noirs et donc à ne pas adopter des chats noirs in fine. Donc ça, c'est le modèle théorique. Et en fait, à partir de ce modèle théorique, on va aller voir si ce modèle s'ajuste bien à nos données, donc les données qu'on a collectées. Donc pour ça, on va déjà vérifier en fait les deux questionnaires ici, donc le questionnaire de religion et le questionnaire de croyance en phénomènes paranormaux. Le questionnaire de religion a déjà été validé en fait dans la littérature. Donc, c'est-à-dire que les 10 questions, c'est en 10 questions, toujours pareil, on ne peut pas mesurer le rapport à la religion comme ça. On a besoin de passer par des indicateurs manifestes, exogènes. Donc, c'est un construit qui a déjà été validé dans la littérature. Et en fait, on ne va pas recréer une analyse factorielle pour voir si ces variables manifestes sont bien reliées à notre variable latente, tout simplement parce qu'en fait, on prendrait le risque que la structure factorielle obtenue serait trop spécifique à nos données. Donc, on va plutôt faire l'inverse, on va plutôt partir du modèle théorique et voir si le modèle qui a été trouvé dans la littérature sur la religion se retrouve bien dans nos données, dans notre échantillon. Donc pour ça, alors j'ai oublié de le préciser, en fait, toutes les démonstrations sont réalisées avec R et avec le package Lavan. Donc le modèle, vous voyez, est assez simple. En fait, ici, donc je rentre, donc ça c'est ma variable latente, et là ce sont mes 10 items liés à la religion. Donc en fait, le premier, oui, est-ce que Dieu est important pour moi? Est-ce que je prie tous les jours, etc., etc. Et donc, je renvoie ça à ma variable latente. Quand on fait ça, on doit toujours indiquer le petit égal et la petite tilde. Donc ça, c'est pour les utilisateurs de R. Donc c'est comme ça qu'on définit un modèle, en fait, avec notre variable latente sous R et sous Lavan. Ensuite, donc, je vais faire appel à la petite fonction CFA du package Lavan. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes de commande. Hein. C'est assez simple à mettre en place. Je reprends mon modèle ici, donc dans mon instruction CFA, mon modèle que j'ai développé plus tôt. Cette petite option, donc ça, c'est pour faire apparaître les coefficients standardisés. Là, j'ai mon estimateur. Alors, l'estimateur, dès que vous faites des analyses factorielles, c'est savoir quelle méthode de factorisation vous allez employer. Donc là, j'ai choisi la méthode maximum likelihood. J'ai un blanc, je suis désolée. Maximum de vraisemblance. Yes, c'est ça. Maximum de vraisemblance robuste. Donc, pourquoi robuste? Parce qu'en fait, mes données ne suivent pas la loi normale. Et ici, j'ai ma base de données. En fait, j'ai oublié de le préciser aussi. Avant de faire des SEM, vous devez vérifier si vous n'avez pas de valeur manquante, de valeur extrême, et en fait, ça ne vous empêche pas, c'est pas parce que le modèle n'est pas orienté vers les données que ça vous empêche de regarder de quoi est constitué votre échantillon. Vous devez absolument vérifier que vous n'avez pas de valeur extrême, que vous n'avez pas de valeur manquante, et faire vos matrices de corrélation, évidemment.
Donc là, je me suis aperçue que mes données ne suivaient pas la loi normale, donc j'utilise cette méthode de factorisation-là. Il en existe plein d'autres, et si vous voulez en savoir plus, j'ai tout mis également dans les ressources à la fin de cette présentation. Donc ensuite, pour obtenir mes résultats, j'utilise la petite fonction très connue Square Summary sur le modèle donc, qui contient ma CFA. Donc je lui demande d'obtenir mes coefficients standardisés. Je lui demande aussi modification d'indice. Alors ça, je reviendrai sur cette option à la fin de ma présentation. Et je lui demande surtout de voir mes indices d'ajustement en fait, du modèle. Est-ce que mon modèle s'ajuste bien à mes données? Alors, les résultats que j'obtiens sont dessous, en fait. Donc, vous voyez, c'est bien maximum de vraisemblance. Je ne sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois ce truc. Et ensuite, donc, on a les différents indicateurs. Donc ça, c'est la sortie que vous allez obtenir directement après avoir fait tourner ce petit script. Il y a beaucoup d'informations. Donc ici, vous avez le nombre d'observations, la méthode de factorisation employée et différents indices, donc le Ki2. En fait, le Ki2, pourquoi donc, et il est nécessaire qu'il ne soit pas significatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas rejeter l'hypothèse que votre modèle ressemble à un modèle parfait, en fait, qui s'ajuste parfaitement à vos données. Et ensuite, donc, vous avez tous les indices d'ajustement au modèle. Ce n'est pas forcément simple à lire ici, surtout que vous ne connaissez pas forcément par cœur les différents cutoffs. Ils sont notés pour certains indices, mais pas pour tous. Du coup, il y a une petite option assez pratique qui s'appelle Interprète, qui vous permet, en fait, donc ça, c'est le modèle, c'est ce modèle-là, donc avec la CFA, qui vous permet de savoir si effectivement, qui résume l'information, de savoir si effectivement votre modèle s'ajuste à vos données. Et en fait, à chaque fois, vous avez les seuils. Donc en fait, vous voyez par exemple que pour ce premier indice, le seuil est bien supérieur à 0,95, donc R considère que cet indice est satisfaisant. Pour ces indices-là, en fait, ça c'est lié à l'histoire des SEM en fait, et au développement des modèles structuraux. En fait, à chaque fois, à quoi ça va nous servir ces indices d'ajustement? En fait, c'est pour savoir si notre modèle s'ajuste à nos données. Donc, on va prendre l'intervalle entre un modèle nul, où vraiment on a aucune relation, toutes les covariances sont à 0, et un modèle parfait, où tout est un modèle même saturé, où toutes nos covariances sont à 1. Et en fait, ces indices-là vont nous indiquer où se situe notre modèle sur cet intervalle. Alors, pourquoi on en a plusieurs et pourquoi, en fait, les indices sont différents? Tout simplement parce que la définition du modèle nul n'est pas la même, en fait, pour chacun des indices, et la définition du modèle saturé n'est pas la même non plus. C'est-à-dire que certains vont indiquer toutes les covariances à 0, d'autres vont laisser les covariances à 0 pour les variables manifestes, mais vont laisser les paramètres libres pour les variables latentes. Donc voilà, en fait, à chaque fois, les modèles, les bornes, ne se définissent pas de la même façon. Bon, en fait, là, vous voyez que tous les indices sont satisfaisants, donc en fait, le modèle concernant la religion s'ajuste bien à nos données. Voilà, et vous avez un magnifique graphique qu'on obtient avec la petite fonction SEMPass ici. Et donc là, je reprends toujours mon petit modèle. Voilà, donc là, après, on peut jouer sur la taille des modèles, la taille des flèches de mon ellipse, donc mon facteur latent, et ici de mes variables manifestes. Et ici, on a les coefficients, en fait. Donc on voit qu'ils sont plutôt élevés. Et j'ai pas précisé, ça c'est l'erreur en fait pour la partie résiduelle en fait pour chaque variable manifeste, et ici pour la variable latente. Hop. Je passe à ma deuxième échelle, donc la mesure du paranormal. Là c'est exactement le même principe, sauf qu'on a un peu plus de variables manifestes, on en a 26. Et toujours une seule variable latente. Donc c'est exactement le même déroulé. J'utilise ma petite fonction CFA du package Lavan. J'ai exactement les mêmes options. Donc là, je retrouve mon modèle, les coefficients standardisés, la même méthode de factorisation, parce que mes données ne suivent toujours pas de loi normale.
et ma base de données. Voilà, donc là, j'ai les mêmes options que précédemment. J'obtiens la même sortie que tout à l'heure, donc qui est difficilement interprétable. Donc, hop, je fais toujours appel à ma petite fonction interprète. Et là, je le vois également, c'est merveilleux. Mon échelle pour le paranormal, ça ajuste parfaitement à mes données. Bon, c'est pas toujours le cas, on va le voir après. Mais là, donc les indices sont corrects. Donc effectivement, mon analyse, donc là c'était une analyse factorielle confirmatoire. Voilà, les résultats de mon modèle théorique s'ajustent à nos données. Voilà, et là la représentation graphique. Alors je suis désolée, les 26 items, c'est pas hyper lisible. Bon, après on peut toujours jouer sur la taille, ce que je vous disais ici. Ah, ouais, là. On peut toujours jouer sur la taille des carrés, des ronds et des flèches pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Donc ça, c'était pour... pardon, j'ai pas envie de vous donner le mal de mer, mais c'est juste pour reprendre le fil. En fait, donc ça, c'était pour valider, voir si la structure de la religion, donc du modèle théorique religion et de mes différentes variables manifestes répondait bien à notre variable attente religion. Donc là, on a vu que le modèle théorique s'ajustait bien aux données. Pareil pour le paranormal, sauf que ce qu'on veut tester, c'est pas uniquement ça, c'est vraiment le lien entre nos différentes variables attentes. Donc pour ça, on va réaliser, hop, pardon, je vais un peu trop loin, un modèle SEM. Donc le modèle est un petit peu plus complexe, mais vous voyez, c'est pas si complexe que ça non plus. Donc on retrouve les lignes qu'on a fait tout à l'heure avec la définition de nos variables latentes avec les 10 variables manifestes pour la religion et les 26 items pour l'échelle du paranormal. Je rajoute également l'évaluation des photos avec les différentes dimensions. Donc, est-ce que le chat est plutôt amical, vous semble plutôt agressif, est-ce que vous avez envie de l'adopter? Et est-ce que, alors, ça, moi j'ai un peu du mal à comprendre, mais est-ce que vous comprenez l'émotion ressentie par le chat? Bon. Et ensuite, donc ça c'est la première partie, la mesure du modèle, et la deuxième, où en fait on va faire notre partie avec les régressions. Donc pour ceux qui utilisent R, vous reconnaissez ce petit symbole, en fait c'est exactement les mêmes que lorsque vous réalisez des régressions avec la petite fonction LM ou GLM. Donc en fait là, ça c'est bien donc, la religion, et je cherche à expliquer la religion. Vous vous souvenez dans mon petit schéma, la religion, je cherche, ça va être un facteur explicatif de mon échelle du paranormal. Donc, je cherche à expliquer l'échelle paranormale, et là, ensuite, j'ai mon paranormal et je cherche à expliquer ça pour l'évaluation des photos. Donc, j'ai mon modèle final, vous voyez, il tient en deux petites lignes avec ma petite instruction SEM. Donc, toujours pareil, j'ai mon modèle que je mets ici. Sauf que là, la petite subtilité, c'est que j'ai deux groupes. En fait, deux groupes de chats, les chats noirs et les chats non noirs. Donc, je peux lui préciser, en fait, que je veux réaliser mon SEM, mais différencier, en fait. Je vais regarder comment s'ajuste ce modèle-là, quelle est la relation entre la religion, le paranormal et l'évaluation des photos dans mon groupe chat noir, et un deuxième modèle dans mon groupe chat non noir. Je garde le même estimateur. Toujours pareil, mes valeurs standardisées, et je veux obtenir mes modèles d'adéquation, en fait, d'adéquation aux données. Mes indices, pardon, d'adéquation du modèle aux données. Donc là, c'est vraiment pas lisible, mais c'est toujours pareil, vous avez toutes les sorties globales. Vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Donc, vous pouvez regarder déjà dans un premier temps, parce que là, dans ce modèle-là, se jouent deux choses. Dans un premier temps, est-ce que le modèle théorique s'ajuste aux données? Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure déjà pour la religion et pour l'échelle du paranormal. Donc là, on peut voir que tous les indices indiquent que ce n'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que vous jetez tout? Est-ce que vous devez repenser votre modèle théorique? Non, pas forcément. En fait, ce que je vous disais, c'est que les différents indices ne se basent pas sur les mêmes bornes, ne prennent pas en compte le même modèle nul, le même modèle saturé. Donc, en fait, si
la plupart des indices vous indiquent que votre modèle est bon, vous pouvez vous baser là-dessus. Après, si au contraire, vous avez vu dans la littérature que vous avez besoin d'un RFI parce que son calcul de modèle nul correspond à ce que vous cherchez, du coup, oui, effectivement, là, il vous faudra repenser votre modèle théorique. Mais si ce n'est pas le cas, si vous vous basez uniquement... si vous n'avez pas d'hypothèse a priori là-dessus, vous pouvez là, juste en regardant l'ensemble des indices, considérer que votre modèle s'ajuste à vos données. C'est le cas pour la majorité d'entre eux. Je n'ai pas précisé non plus, qu'est-ce que ça veut dire aussi ces différents seuils? En fait, là, donc on voit que pour mon CFI par exemple, il est de 96. En fait, ça veut dire que j'ai 4% de chances que mon modèle ne s'ajuste pas à mes données. Et qu'en fait, en tout cas, que le fait que mon modèle s'ajuste aux données soit dû au hasard. C'est plutôt ça la réelle interprétation. Donc en fait, effectivement, d'avoir un RFI à 77%, oui, vous avez une proportion que votre modèle s'ajuste à vos données qui soit due au hasard qui est beaucoup trop importante en fait. Donc c'est pour ça que le modèle n'est pas considéré comme bon. Ensuite, donc vous avez les résultats. Donc ça, c'est la deuxième partie. On a regardé en fait dans un premier temps, est-ce que le modèle théorique s'ajuste à nos données? OK. Et une deuxième partie, les régressions. Est-ce que effectivement, donc le modèle avec mes petites flèches, est-ce que effectivement la religion va être explicatif du paranormal et ensuite le paranormal explicatif de l'évaluation des photos de chat. Donc vous avez ici les termes, les estimés. Bon, ça c'est comme une lecture de régression classique. Et ici vous avez la p-value associée à vos différentes régressions. Est-ce que vous observez, alors là on n'a pas le détail, en fait ça c'est pour les deux premières lignes concernent les chats noirs, les photos de chats noirs, et les deux lignes suivantes, les chats non noirs. Donc en fait vous voyez que pour les deux premières lignes, la p-value est inférieure à 0,05, donc on peut très largement supposer qu'on a un effet, on a un lien causal dans ces cas-là. Alors je vous ai résumé, voilà. Je vous ai résumé mon petit graphique avec ce petit schéma-là. Donc effectivement, dans les deux cas, que ce soit pour les chats noirs ou pour les chats non noirs, on a bien un lien entre la religion et la croyance au paranormal, c'est-à-dire que plus, et à chaque fois on voit que le paramètre est positif, donc en fait, plus on a un rapport à la religion qui est fort, plus on a tendance à avoir une croyance au paranormal qui est forte également. Et pour l'évaluation des chats, on voit que plus la croyance au paranormal est élevée, moins on a tendance à évaluer positivement les chats noirs. Par contre, pour les chats non noirs, en fait, la relation n'est pas significative. Voilà. Donc, effectivement, le modèle théorique des chercheurs semble bien respecté. Je vais passer sur un deuxième modèle. Donc là, on a vu pour ces premières SEM un modèle en fait en piste causale, donc avec des variables latentes, des variables manifestes. Dans mon deuxième exemple, en fait, il n'y aura que des variables manifestes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les SEM peuvent également être utiles pour rendre compte de relations médiatrices ou modératrices entre des variables. Donc là, je me suis basée sur une recherche qui est très connue en psychologie, qui a même fait l'objet d'un Ig Nobel. Ils ont reçu l'Ig Nobel, le prix de la science étonnante. Donc c'est une étude qui a été très largement relayée dans la presse. En fait, il y a un grand classique en psychologie qui est de savoir qu'en fait, quand on consomme de l'alcool, on a tendance à trouver les gens qui nous entourent comme plus beaux, plus intéressants, plus amusants. Et en fait, les chercheurs se sont demandé, mais qu'en est-il pour soi-même en fait? Est-ce que le fait de consommer de l'alcool, on se sent soi-même plus beau, plus intéressant, plus drôle, etc. Donc cette étude a été très largement relayée dans la presse. Et donc pour répondre à cette question, donc les chercheurs sont allés sur le terrain, donc dans les bars de Grenoble, et ils ont fait passer en fait un questionnaire aux personnes présentes dans les bars, donc un questionnaire pour savoir si ces personnes se trouvaient effectivement plus belles, comment est-ce qu'elles se trouvaient actuellement.
si elle se trouvait belle, si elle se trouvait drôle, etc. Et ensuite, les chercheurs ont également mesuré le taux d'alcool dans le sang de ces différentes personnes. Voilà, donc elles ont mis, les chercheurs ont mis en lien ces relations et en fait, le résultat est significatif et positif, c'est-à-dire que plus on a une concentration d'alcool dans le sang qui est élevée, plus on a tendance à se trouver beau. Donc ça, c'est très bien, sauf qu'en fait, les chercheurs se sont demandé s'il n'y avait pas un effet médiateur derrière tout ça. Donc, en fait, ils ont choisi d'isoler la substance pharmacologique alcool pardon, je perds mes mots, de la psychologie, de l'effet psychologique de l'alcool, de savoir en fait si juste le fait de penser avoir bu suffit en fait pour se trouver beau. Donc pour ça en fait ils ont reproduit l'expérience en laboratoire en créant 4 groupes. Donc un premier groupe en fait où les personnes donc, ont consommé de l'alcool, où l'expérimentateur leur a dit bah oui vous allez consommer de l'alcool et elles consomment effectivement de l'alcool. Un deuxième groupe où en fait les personnes, l'expérimentateur leur a dit qu'elles consommaient de l'alcool, en fait pas du tout, elles consommaient un placebo. Un troisième groupe où en fait les personnes, l'expérimentateur leur a dit qu'elles consommaient un placebo, en fait pas du tout, elles consommaient de l'alcool. Et un dernier groupe où l'expérimentateur leur indique qu'elles vont consommer un placebo et elles consommaient effectivement un placebo. Donc, pour vérifier l'effet médiateur, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé 2 catégories. En fait, j'ai regroupé celles à qui, ces 2 groupes-là et ces 2 groupes-là. En fait, est-ce que les personnes pensent avoir bu de l'alcool ou est-ce qu'au contraire, les personnes pensent avoir bu un placebo? Donc là, peu importe en fait ce qu'elles aient consommé en réalité. Donc, pour tester ce modèle-là, on a plusieurs solutions. Une solution assez classique, c'est de reprendre, pour ceux qui le connaissent, le modèle de Baron et Kenny. Donc, en fait, qui est une succession de modèles de régression, en fait, donc qui est totalement des analyses data-driven, puisque là, c'est totalement basé sur les données. On ne vérifie pas un modèle a priori, en fait, quand on fait ça. La première étape, en fait, c'est de voir est-ce qu'il y a un lien entre mon X et mon Y. Donc là, en l'occurrence, la concentration d'alcool dans le sang et le fait de se trouver beau. La deuxième étape va être de savoir si on a un lien entre la concentration d'alcool et le fait de penser, la concentration d'alcool dans le sang et le fait de penser avoir consommé l'alcool. Et ensuite, un troisième modèle, donc qui serait un modèle de régression multiple, où en fait, on va tester le fait de se trouver beau. Est-ce que c'est expliqué par le fait de penser avoir bu de l'alcool et la concentration d'alcool qu'on a dans le sang. Et normalement, quand on fait ce dernier modèle, l'effet de notre variable X, donc le fait de la concentration d'alcool dans le sang, ne devrait plus être significatif. Puisque, en fait, la variance ici entre la concentration d'alcool dans le sang et le fait de se trouver beau serait complètement médiée, en fait, passerait par ce chemin-là, serait complètement médiée par le fait de croire avoir bu de l'alcool. Donc là, pour faire le modèle de Baron et Kenny, c'est assez simple. Il suffit de faire une régression linéaire simple. Donc là, vous êtes plus habitués, peut-être. En tout cas, pas besoin du package Lavan. Vous utilisez la petite fonction LM. Donc là, je n'ai pas renommé mes variables, mais en fait, ça, c'est le fait de se trouver beau et la concentration d'alcool dans le sang. Hop, on fait notre petit modèle. Alors, j'ai évacué tout ce qui concernait les conditions d'application, le retrait des outliers, etc. Mais bien évidemment, je les vérifie. Donc, on voit que notre modèle est significatif, effectivement. La p-value est inférieure au seuil communément accepté en psychologie, qui est 0,05. Si la p-value est inférieure à 0,05, considère que notre relation n'est pas due au hasard, ou en tout cas, c'est trop faible pour considérer que c'est dû au hasard. Donc, effectivement, notre concentration d'alcool dans le sang explique bien en fait le fait de se trouver beau. Plus on a d'alcool dans le sang, plus on se trouve beau. Donc ça, c'est les mêmes résultats que pour la première étude. Ensuite, donc pour notre deuxième étude, donc là, c'est notre X sur notre médiateur. Donc là, j'ai fait une régression logistique tout simplement parce qu'en fait, le médiateur, c'est une variable catégorielle, une variable qualitative. Donc voilà, c'est le fait de croire avoir bu de l'alcool ou de croire ne pas avoir bu de l'alcool.
Donc, on va expliquer ça par notre concentration d'alcool dans le sang. Et on voit bien toujours que il y a un lien significatif et positif. OK, donc on peut continuer et passer à la troisième étape si on suit la démarche de Baron et Kenny. Et donc, on rentre notre troisième modèle, donc notre modèle de régression multiple. Donc là, je repasse sur un modèle de régression linéaire pour savoir si est-ce qu'on se trouve beau quand on pense avoir bu de l'alcool et selon notre taux de concentration d'alcool dans le sang. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a bien un effet médiateur du fait de croire avoir bu de l'alcool, puisque l'effet médiateur est toujours présent, alors que l'effet de notre variable explicative du départ, taux de concentration d'alcool dans le sang, lui, cet effet-là disparaît. OK, donc ça, on peut le faire de cette façon-là. Je pense que vous apercevez assez vite que si vous avez plusieurs médiateurs, votre modèle de régression commence à devenir un petit peu complexe. C'est là que les SEM deviennent intéressants. Donc, je reprends l'effet médiateur. Donc ça, c'est les indices qui sont communément acceptés, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont communément acceptés, oui, qui sont un peu des standards, en fait. On indique que la relation entre X et Y, en fait, c'est... La relation s'indique par le petit c, la relation entre notre variable explicative et notre variable médiatrice par un petit a, et notre variable médiatrice et notre variable à expliquer par un petit b. Voilà. Du coup, là, je vais faire un modèle, donc SEM. Donc là, il n'y a pas beaucoup de... Pareil, pas beaucoup de... Notre script n'est pas très important, c'est assez facile à mettre en place, en fait. Donc, toujours pareil. Donc là, je fais appel à ma petite fonction SEM, donc du package Lavan. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire concrètement dans mon modèle? Je vais écrire ma variable à expliquer. Donc là, le taux d'alcool, pas du tout. le fait de se trouver beau. Et dans mon modèle, le taux d'alcool dans le sang et notre variable médiatrice, donc le fait de croire avoir consommé de l'alcool ou pas. Et j'indique la relation aussi entre mon X et mon médiateur, donc le taux d'alcool dans le sang et ma variable médiatrice. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand j'étais sur les perspectives historiques, qu'en fait, pour les SEM, à l'origine, on pouvait réaliser les SEM que sur des variables quantitatives. En fait, on peut également réaliser des SEM sur des variables qualitatives. Il faut, par contre, transformer les variables qualitatives en demi-variables. Alors, demi-variable, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, là, j'ai que 2 catégories. Donc, en fait, j'ai transformé mes catégories en 0,1. Mais si, par exemple, j'avais gardé mes 4 catégories, en fait, chacune de mes modalités, ma variable groupe avec les groupes A, B, C, D, A, B, C, D, je les aurais transformées en fait en variables avec à chaque fois présence ou absence du groupe. Bon, si vous voulez que je détaille ce truc, je pourrais le faire après dans la discussion. Mais voilà. Et donc, je rentrerai mes 3 variables sur 4 dans mon modèle. Mais je pourrais détailler ça plus tard. Ensuite, donc, je rentre mon modèle, ma base de données, l'estimateur toujours de modélisation. Donc là, j'ai choisi celui-là parce que j'ai une variable catégorielle. On peut très bien également choisir l'estimateur MLR puisque ce sont sur des données non normales. L'estimateur MLR fonctionne très bien également. Donc, j'obtiens les mêmes résultats que tout à l'heure quand j'ai fait mes analyses factorielles confirmatoires ou quand j'ai fait mon modèle en piste causale. J'ai plein de données. Je vous ai fait un peu le tri dans tout ça. Ah oui, pardon. Donc ça, c'était une première écriture. Je vous ai fait le tri dans tout ça et là, vous avez la sortie. Je voulais quand même avant vous montrer en fait une autre façon d'écrire le modèle. Là, je vous disais que c'était assez simple avec juste un modèle qui s'écrit en 2 lignes, effectivement. Mais on peut vite se mélanger les pinceaux dès qu'on commence à avoir plusieurs médiateurs ou des médiations modérées, etc. Donc, ce que je vous conseille quand même, c'est plutôt d'écrire comme ça. Alors, l'écriture est un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe, mais en fait, ça vous facilitera la vie quand vous aurez plusieurs médiateurs ou des médiations modérées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous détaillez tout. Votre effet direct, votre médiateur, vos effets indirects et l'effet total. Tout ça, en fait, ça fait référence à ça. Donc, à chaque fois, en fait, vous voyez que vos différents indices, là, donc c'est votre effet direct, ici, c'est votre effet indirect,
Et du coup, vous les rentrez ici. Donc là, mon effet direct, effectivement, c'est entre le taux d'alcool dans le sang et le fait de se trouver beau. Mon médiateur, c'est entre... donc ici, entre l'alcool dans le sang et le fait de croire avoir consommé de l'alcool ou pas, d'ailleurs. Et ensuite, donc, le B, c'est pareil, c'est l'autre côté du schéma, donc entre le fait de penser avoir consommé de l'alcool et le fait de se trouver beau ou pas, l'effet indirect et ensuite l'effet total. Ça vous facilitera la vie, notamment quand vous aurez, mais je vous présenterai après un modèle avec 2 médiateurs, ce sera peut-être plus clair. Mais ouais, c'est plus important, je trouve, de garder les indices. Après, libre à vous de faire comme ça aussi. C'est la même chose, en fait. Voilà, donc je garde l'estimateur, donc MLR, cette fois. Et donc, je synthétise l'information grâce à la petite fonction interprète. Donc là, on voit que notre modèle théorique, qui pourtant ne contenait aucune variable latente, s'ajuste quand même à nos données. On n'est pas obligé d'avoir des variables latentes pour faire un modèle SEM. On voit que notre modèle s'ajuste à nos données. Et les relations, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse, entre nos différentes régressions, en fait, apparaissent ici. Donc ça, on a nos résultats. Donc en fait, on voit que la concentration d'alcool dans le sang et le fait de se trouver beau, la p-value est supérieure à 0,05, donc le lien n'est plus significatif. Donc ça, on retrouve exactement en fait les mêmes résultats qu'avec la méthode de Baron et Koenig que je vous ai présentée précédemment. Ensuite, on voit que entre la concentration d'alcool dans le sang et le fait de penser avoir consommé de l'alcool ou pas, la relation est bien significative. Et ensuite, entre le fait de penser avoir consommé de l'alcool et le fait de se trouver beau, la relation est significative également. Et donc, on obtient ce magnifique schéma. Alors, du coup, en fait, c'est ce modèle-là. Le fait, donc ça, BAL, c'est la concentration d'alcool dans le sang. Ça, c'est penser avoir consommé de l'alcool ou pas. Et ça, c'est le fait de se trouver beau ou pas. Là, c'est rouge uniquement parce que la relation est négative. En fait, là, on ne sait pas, dans ce schéma-là, si les relations sont significatives ou pas. Donc, pour ça, je vous ai rajouté une petite... Oui, alors le script, c'est le même que précédemment pour obtenir les diagrammes. Je vous ai rajouté un petit bonus pour obtenir les petites étoiles. En fait, ça, c'est pratique pour voir quelles sont les relations qui sont significatives ou pas, surtout quand vous avez des modèles assez complexes. Là, ce modèle-là est finalement assez simple, mais vous voyez tout de suite qu'en fait, cette relation-là n'est pas significative. En fait, la relation directe disparaît. Donc, en fait, on est bien face à un modèle de médiation. C'est bien le fait de croire avoir bu de l'alcool qui joue, en fait. C'est pas le fait d'en consommer, qui joue sur le fait de se trouver beau ou pas. Pas uniquement le fait d'en consommer. Vous pouvez boire de la bière sans alcool sans souci, vous vous trouverez toujours très beau. Si vous pensez qu'il y en a dedans, évidemment. Donc, je vous disais qu'on pouvait également, l'intérêt des SEM, c'est aussi de partir sur des modèles plus complexes, donc notamment en ajoutant un second médiateur. Donc là, voilà, vous devez toujours définir, donc ça, c'est votre lien direct. Si on garde notre exemple, donc le fait de consommer de l'alcool et le fait de se trouver beau, on garde le premier médiateur, donc le fait de croire ou pas avoir consommé de l'alcool, et on pourrait rajouter un deuxième effet médiateur, par exemple, sur l'estime de soi. Est-ce que pour les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, ou au contraire qui ont une très forte estime d'elles-mêmes, est-ce que cette relation va être identique ? Hop, donc là, j'ai toujours mon petit modèle sous R, sauf qu'en fait, je vais le complexifier un petit peu, vous voyez. Donc là, je garde mon effet direct, c'est la même chose que précédemment, sauf que là, du coup, je rajoute un effet médiateur. Donc là, j'ai l'effet médiateur précédent, donc la concentration d'alcool dans le sang sur le fait de croire avoir consommé de l'alcool, la concentration d'alcool dans le sang sur l'estime de soi, EDS, c'est l'estime de soi. Et ensuite, donc la deuxième partie du schéma, avec le fait de croire avoir consommé de l'alcool sur le fait de se trouver beau, et l'estime de soi sur le fait de se trouver beau. Et ensuite, donc, on rajoute nos effets indirects et les effets totaux. Et on fait également corréler, en fait, les deux médiateurs. Donc ça, c'est nécessaire quand on est sur ce genre de modèle. Après, voilà, peut-être que la corrélation sera nulle, mais c'est pas très grave. Ça, on verra ce que nous dit le modèle.
Donc, on conserve le modèle ici, l'estimateur. On demande effectivement l'ajustement, les modèles d'ajustement, les indices d'ajustement modèle, pardon. Et on obtient qu'en fait, le modèle avec 2 médiateurs s'ajuste également parfaitement à nos données. Youpi, on est content. On va aller regarder maintenant si, si ça veut dire quelque chose et si nos régressions, qu'est-ce qu'il en ressort en fait. Donc, on retrouve toujours nos p-values. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi il me manque une ligne. Ouais. Bon. Je suis un peu plantée sur l'affichage. Je suis désolée. Donc, en fait, on voit que là, la concentration d'alcool dans le sang sur le fait de se trouver beau, bon, c'est significatif. Bon, là, ce qu'on avait précédemment, c'est pareil, c'est toujours significatif. Le fait de la concentration d'alcool dans le sang sur le fait de croire avoir consommé de l'alcool aussi. Et la concentration d'alcool et le fait de croire avoir consommé de l'alcool, pardon, je m'embrouille un peu, sur le fait de se trouver beau, c'est significatif aussi. Par contre, en fait, sur l'estime de soi, eh bien, pas du tout. En fait, on voit que la concentration d'alcool sur l'estime de soi n'est pas significative. En même temps, heureusement, parce que je vois vraiment pas le rapport. Mais voilà. Et donc, on obtient un petit schéma comme ça. Là, je vous ai pas mis les petites étoiles, mais en fait, ce lien-là n'est pas significatif. Vous voyez que la corrélation, ce que je vous disais tout à l'heure, entre l'estime de soi et le fait de croire avoir consommé de l'alcool ou pas, n'est pas relié, n'est pas significatif, mais ça, c'est pas très grave. Ça ne nous empêche pas de tester plein de médiateurs différents. Par contre, cette relation-là est toujours présente. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir une relation significative avec un médiateur et sur le deuxième, eh bien que rien ne soit significatif. C'est pas très grave. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, on peut tester avec des modèles SEM plein de possibilités, que ce soit des modèles avec des variables latentes ou sans variables latentes, que ce soit donc des modèles de médiation, de modération, des modèles longitudinaux, et vous pouvez également aussi tester des modèles SEM bayésiens avec B-Lavan. Alors, j'ai pas testé, mais il paraît que ça marche très très bien. Alors, les limites des SEM, puisqu'il y en a, même s'il n'y a pas forcément de limites au modèle théorique que vous pouvez tester, il y a des limites. En fait, il faut effectivement que l'échantillon soit suffisamment grand pour permettre à l'effet d'être détecté, mais pas trop grand non plus pour ne pas aller détecter des effets qui seraient artefactuels, en fait. Donc, dans la littérature, on retrouve souvent le chiffre de... Voilà, il faut à peu près entre 200 et 300 sujets quand on a à peu près une quarantaine d'items, pour un modèle avec une quarantaine d'items. Après, on retrouve aussi dans la littérature les préconisations de 10 sujets, 10 observations par variable. Voilà. Après, on peut baisser le ratio en fait, à partir d'un N à 300 sujets. Après, voilà, rien ne vous sert d'avoir des bases de données non plus énormes. Même finalement, quand vos bases de données sont trop grandes, si vous partez sur des bases de données de, je sais pas, 16 000 personnes, vous allez mettre en évidence des effets qui, en fait, sont minimes ou n'ont pas vraiment de sens. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de chercher à avoir l'échantillon le plus conséquent. Alors après, l'intérêt des SEM, c'est de tester un modèle théorique. Et attention, en fait, à ne pas partir sur ce genre de choses. C'est-à-dire à vouloir tester des liens qui, en fait, sont pas très intéressants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait... je vais revenir légèrement en arrière. Il y avait un petit indice, évidemment, je l'ai pas mis là, c'était dans mon premier exemple. En fait, sur les modifications d'indices. Voilà, ici. Donc là, j'ai mis false, mais voilà, cette petite instruction, modification d'indice. Alors, en quoi ça vous renseigne? Ça vous indique, en fait, si vous mettez vrai, hein, là, j'ai mis faux, donc j'ai mis que je voulais pas avoir les informations. Mais si vous souhaitez avoir les informations, en fait, ça vous indique quelles sont les relations que vous pouvez rajouter à votre modèle théorique. C'est R, c'est Lavan, en fait, qui vous indique quelles sont les relations que vous pouvez rajouter dans votre modèle pour pouvoir l'améliorer. En fait, attention avec cette instruction parce qu'en fait, vous pouvez avoir tendance à rajouter plein de liens
qu'en fait, vous n'avez pas pensé théoriquement et qui n'ont aucun fondement théorique. Donc, en fait, c'est comme ça qu'après, vous vous retrouvez avec ce genre de modèle où, en fait, vous faites corréler un peu tout et n'importe quoi et en fait, où il n'y a aucun fondement théorique. Donc, alors déjà, pour reproduire ce genre de modèle, bon courage. Puis surtout, voilà, si une personne veut reprendre votre travail et reproduire ce que vous avez testé, c'est complètement impossible. Là, vous vous orientez plutôt vers du p-hacking à vouloir absolument trouver quelque chose de significatif, ce qui est en fait dommage. En fait, vous devez toujours, quand vous faites un modèle SEM, justifier théoriquement ce que vous testez, en fait. Donc là, si par exemple, vous faites corréler toutes les erreurs entre elles pour pouvoir avoir un très bon ajustement de votre modèle à vos données, ok, très bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire si vous n'avez pas de présupposé dessus? Ça n'a aucun sens. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et restez à votre modèle théorique. Après, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, d'utiliser cette petite option. J'avais fait un modèle pour une chercheuse et puis en fait, j'ai utilisé cette petite option. Il y avait une corrélation entre deux variables manifestes que je n'avais pas mises en évidence et en fait qui permettait d'améliorer le modèle. Donc voilà, j'ai juste rajouté cette corrélation. Ça se tenait théoriquement, c'était justifié. Donc, du coup, oui, effectivement, pourquoi pas la rajouter. Donc, utilisez cette petite instruction de modification des indices, mais avec parcimonie. Donc oui, ce que je disais, on teste un modèle parce qu'on a de bonnes raisons de le tester, toujours en lien avec des hypothèses définies a priori. Si vous ne pouvez pas justifier votre modèle, ne le testez pas, en fait. Ça ne sert à rien de faire des SEM, en tout cas. Et préenregistrer, alors ça, c'est un petit clin d'œil pour la recherche reproductive. Mais effectivement, si vous avez préenregistré vos hypothèses, ça sera encore plus simple de ne pas vous éloigner de votre modèle théorique. Donc, c'est un bon garde-fou pour ne pas vous éloigner de votre modèle théorique et ne pas plonger dans les limbes du p-hacking. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup à l'équipe des tutos. Merci aussi à Grégoire Lecampion et Karine Onfroy pour leurs remarques pertinentes et pour leur soutien. Et donc, je vous ai mis des petites ressources à la fin. Voilà, donc les premières, c'est plutôt si vous voulez débuter sur les SEM. Ensuite, vous avez le petit package SimSem qui est assez complet si vous voulez simuler des données SEM. Donc, je m'en suis servi en fait pour créer les données de ma présentation et je vous ai mis aussi quelques petites références bibliographiques si vous voulez approfondir certains points que je n'aurais pas abordés lors de ma présentation. Voilà, je ne sais pas si... Bien, merci beaucoup, Solène. Écoute, moi donc du coup, alors moi je fais des statistiques, mais plutôt dans le domaine des enquêtes sociologiques ou de sciences politiques. C'est pas une méthodologie que j'utilise, hein, mais il y a des choses qui ça me paraît très coûteux de rentrer dedans. Par exemple, quand tu présentes l'ensemble des critères d'ajustement, effectivement, on teste, on attend toujours à ce que tous les critères convergent, mais toi, aujourd'hui, par exemple, tu es capable de voir sur chaque critère comment il fonctionne, pourquoi c'est différent. Enfin, tu as une connaissance précise des critères d'ajustement. Enfin, ça m'impressionne un peu de voir 10 critères d'ajustement. Déjà, on peut avoir je serais incapable peut-être de préciser les distinctions sur des critères d'ajustement dans les modèles logistiques. Là, toi, tu arrives à comprendre qu'est-ce qui joue, pourquoi il y en a un qui marche et pas l'autre sur certains modèles. Ouais, alors en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances précises sur les 10 critères d'ajustement pour pouvoir faire des SEM, en fait. Enfin, là, dans la littérature, grosso modo, je switch sur l'autre page, mais en fait, si je reviens sur les critères d'ajustement, par exemple ici, dans la littérature, ce que tu retrouves principalement, c'est le CFI, le RMSEA. En fait, le RMSEA, c'est des indices, RMSEA et SRMR, c'est des indices sur les résidus, comment vont se comporter les résidus. Et ensuite, tu as le CFI. Déjà, si tu présentes ces trois-là, voilà, tu as déjà une bonne indication. En fait, ça, c'est des critères un peu historiques. Donc, tu as déjà une bonne indication de l'ajustement, en fait,
de ton modèle à tes données. Après, non, tu n'as pas besoin du tout de savoir à quoi correspondent, tu vois, quel est le modèle nul, comment est défini le modèle nul pour le GFI. Enfin, moi, j'en ai aucune idée. Je peux aller te le retrouver, je peux te donner des articles si ça t'intéresse, mais concrètement, tu n'as pas besoin de ça pour pouvoir faire des SEM. En gros, juste, il faut que tu aies une majorité d'indices qui soient positifs, en fait, qui t'indiquent que, effectivement, l'ajustement de ton modèle à tes données ne soit pas dû au hasard. Mais en soi... Alors, du coup, dans le chat, il y a une question. Est-ce que tu te sers en fait, de ces indicateurs-là pour décider quel est le meilleur modèle qui s'ajuste le mieux à tes données? Savoir quel... non, en fait, en général, je m'attends à ce qu'ils convergent quand même tous dans le même sens. Après, c'est plutôt l'effet inverse, en fait. C'est plus si tu sais que tu es dans une hypothèse où tu veux savoir que ton modèle nul soit défini avec des variables manifestes. Enfin, toute la covariance est à 0, sauf pour les variables latentes, les paramètres sont laissés libres. Là, tu vas t'intéresser, par exemple, uniquement à ton, je sais plus, c'est le RFI qui fait ça. Voilà, tu vas t'intéresser uniquement à cet indice-là. Et du coup, tu vas uniquement regarder celui-là pour savoir si ton modèle s'ajuste à tes données. Mais non, en fait, tu vas pas. Enfin, si l'ensemble de tes indicateurs sont bons, tu vas pas. J'ai l'impression d'être très clair. En fait, c'est ma question qui était. Enfin, je reprends la question du chat, mais peut-être pas de manière très claire. Tu fais 2 modèles. Si tu veux savoir quel modèle est ce qui s'ajuste le mieux, est-ce que tu peux prendre un de ces indicateurs pour dire, voilà, c'est mon premier modèle qui marche mieux que le deuxième? Oui, l'ensemble de ces indicateurs oui, bien sûr. Après aussi, ce que tu peux faire... Ah oui, si tu as 2 modèles théoriques différents et tu veux savoir, oui, tu peux te baser là-dessus. Après, si les deux s'ajustent bien, c'est... Enfin, je vois pas trop... Je suis pas sûre de comprendre la question. Bonjour Solène, c'était moi qui ai posé la question, je me permets d'intervenir. Du coup, c'était juste, moi c'était un truc très très concret parce que moi dans un des modèles de SEM que je dois tester, il y a 2 modèles qui sont assez similaires, mais il y a une petite différence entre deux variables médiatrices qui pourraient être intéressantes à tester. Et l'idée sous-jacente, ce serait quelle est la variable médiatrice qui semble le mieux expliquer les données au final dans le modèle général. Ça, c'est autre chose. En fait, là c'est pas forcément l'ajustement du modèle aux données. Là, c'est la relation, en fait. Donc là, tout simplement, tu calcules ton R2 et tu regardes lequel a la taille d'effet la plus importante. D'accord, juste là-dessus. Ça roule. Ok. Oui. Ça roule. Merci beaucoup. C'est juste ce que je voulais savoir. C'est un collègue du bureau. Oui, la fonction interprète ne fait pas partie du package Lavan et je vous avoue, je ne sais plus. Après, j'ai mis tous les scripts, les scripts vont être à disposition normalement. Alors, je ne sais plus dans quel package elle est. En fait, pour revenir sur la question posée Hugo précédemment, en fait, il y a 2 choses. Alors, j'ai peut-être pas trop insisté là-dessus. En fait, il y a ce qu'on appelle le modèle de structure et le modèle de mesure. En fait, il y a est-ce que mon modèle s'ajuste à mes données? Et après, il y a les relations de ma régression comme une régression classique, en fait. C'est 2 étapes différentes. Et en fait, là, Hugo, ce qu'il voulait savoir, c'était quelle était la variable médiatrice qui avait un pouvoir explicatif plus important que l'autre. En fait, à part prendre en compte la taille d'effet, je vois pas trop. Je vois pas trop comment discriminer les 2. Donc voilà, donc la discussion est ouverte, hein, donc n'hésitez pas à intervenir directement, ça évitera qu'on vos questions ou qu'on les déforme, voilà. Ok, alors j'ai une question. Désolé, j'ai beaucoup de questions parce que je suis très intéressé par votre présentation.
Le R2, est-ce que c'est un peu tricky comme avec les logistiques, enfin les multinomiales, ou est-ce que c'est simple comme une linéaire? Comment ça se lit le R2? Je crois pas que vous l'avez abordé. Non, je ne l'ai pas du tout abordé. En fait, bah, c'est comme, oui, c'est ça, c'est exactement comme pour les modèles de régression, en fait. Hein. C'est, vous allez avoir un indice entre 0 et 1, et plus il est proche de 1, plus votre taille d'effet sera importante. C'est la petite option D'accord. R. Alors, je ne sais pas si je l'ai présenté. C'est la proportion de variance expliquée, toujours, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah ouais. Exactement. Je crois que ma fenêtre s'arrête juste avant. Mais oui, c'est ça, en fait. Donc, vous précisez R² ici, et vous allez avoir votre proportion de variance expliquée pour vos relations. Parce que j'avais du mal à visualiser comment était là, parce que je ne suis pas du tout habitué à ce genre de modèle, comment était enfin, vu qu'il y a plusieurs liens, comment était la variance, si c'était une addition des variances, ou c'était une variance moyenne, enfin, je sais pas. Je me renseignerai au pire, mais... Vous allez avoir bah non, là, en fait, vous allez avoir une matrice de covariance. C'est basé sur une matrice de covariance. Et en fait, là, donc, là, on est donc sur si on reprend les modèles de médiation, en fait, là, on va regarder la relation, en fait, entre donc là, par exemple, entre, je dis n'importe quoi, l'estime de soi et le fait de se trouver beau, par exemple, en fait, vous allez avoir un R2 associé à cette relation-là. Ah oui, donc on va avoir un R2 pour chaque relation, alors. Chaque régression, ouais. Oui, parce que donc, si je comprends bien, les modèles de SEM, ils calculent plusieurs régressions. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, celles-là, en fait, elles sont ici. Vous les définissez ici. En fait, partout, vous avez juste la petite tilde. Tout ça, ce sont des modèles de régression, en fait. D'accord. Ok, mais c'est là, et donc là, on n'a que des régressions simples, on n'a pas de multiples à chaque fois parmi les sous-régressions. Et vous disiez qu'on peut faire des multiples aussi, c'est ça? Enfin, on peut avoir plusieurs médiateurs. Bah là, j'ai plusieurs médiateurs. Ah oui. J'ai mon premier médiateur ici et j'ai le deuxième sur la deuxième ligne. Ouais. Enfin. Mais c'est comme ça qu'on va les présenter quand on fait de la médiation multiple. D'accord, ok. Ok, ça marche, merci. Alors, dans le chat, il y a une question sur les paramètres estimés, alors en brut ou en standardisé, et quels sont les usages propres à ces deux options? Ça, c'est en général, dans la littérature, on présente les paramètres standardisés. Après, il n'y a pas de... il n'y a pas de préconisation particulière. Oui, les paramètres standardisés qui permettent du coup de comparer les différentes variables entre elles. Après, non, il n'y a pas de... c'est pas très utile, en fait, de présenter les paramètres bruts. Il n'y a pas forcément trop d'intérêt. Alors, en fait, moi, j'ai eu la réponse dans la présentation, parce que au début, tu nous as présenté vraiment avec pour moi, je l'ai traduit ça vraiment en groupe de variables, c'est-à-dire on avait les variables, un groupe de variables propres à la religion, puis un groupe de variables propres au paranormal. Ouais. Et après, dans les exemples, on a vu qu'en fait, on pouvait très bien avoir qu'une ou deux, une variable d'une dimension. On n'est pas obligé d'avoir des groupes de variables pour mettre en œuvre des SEM. Hein. C'est bien ça. Hein, ah oui, tout à fait. En fait, alors effectivement, ça on avait déjà dit, le premier exemple est peut-être un peu costaud, mais en fait, effectivement, tu n'es pas obligé d'avoir, donc par exemple ça, pour le paranormal, tu n'es pas obligé d'avoir, quand tu fais des SEM, des variables latentes, en fait, tout simplement. Tu peux juste être sur un modèle avec des variables observées. Là, dans mon deuxième exemple, en fait, j'ai que des variables observées, j'ai aucune variable latente. Là, j'ai... ouais. Pardon, vas-y, finis, hein, excuse-moi. Non, mais en fait, là, dans mon premier exemple, en fait, je teste la relation entre mes variables latentes. Et c'est juste qu'en fait, ces variables latentes-là, pour les définir, j'indique par quoi est-ce qu'elles se définissent, en fait, sur quelle variable manifeste elles vont influencer. D'accord. Et alors,
ça, c'est un vrai exemple. C'est pas un fichier pédagogique. C'est parce que ça me paraît vraiment énorme. Ouais, 26 variables pour caractériser le paranormal. Après, on parle d'approche parcimonieuse. C'est un vrai exemple. Ouais. Et encore, c'est pas forcément comment dire, les échelles, mais tu sais, en psychologie, on a des échelles parfois avec énormément d'items. T'en as qui vont avoir une centaine d'items, en fait, pour mesurer une variable latente. Après, je sais pas, je faisais référence à l'intelligence, tu as plein de sous-dimensions, en fait. Après, ça va par palier. Ouais, en même temps, c'est un peu, enfin, t'as des concepts, ouais, tu peux pas les mesurer comme ça, tu es obligé de passer par plein d'indicateurs différents. Donc, 26, c'est pas si énorme que ça, en fait. Attends, je reparcours le. Voilà. De toute façon, là, tu as accès au chat. Hein, Ouais. J'ai aussi une autre question, du coup, mais je vais peut-être attendre que vous répondiez à celle du chat avant de poser la mienne à l'oral, alors. De toute façon, celle du chat m'intéresse aussi. D'accord. Donc, comment peut-on traiter des variables ordinales comme des demi, ou peut-on les assimiler à des variables quantitatives discrètes? Les variables ordinales, ben là, en fait, concrètement, là, dans mes items, en fait, ce sont des variables ordinales, puisqu'en fait, donc dans le modèle paranormal, et pour la religion, c'est pareil. En fait, on fait passer un petit questionnaire avec une question, par exemple, est-ce que Dieu est important pour vous, avec pas du tout d'accord à 1 et tout à fait d'accord à 7. Donc, on est typiquement sur une variable ordinale. Donc, en fait, ce sont des variables quantitatives discrètes. Ouais. Alors, moi, là-dessus, j'aurais une autre réponse, mais c'est une autre réponse de ma pratique et de mon. Et pour le coup, c'est vraiment à nous de savoir ce qu'on mesure. Est-ce qu'elles sont plutôt catégorielles et qu'on considère qu'il y a des grosses ruptures entre ceux qui seraient un peu d'accord et complètement d'accord, ou est-ce qu'on considère qu'il y a un ordre un peu linéaire et qu'on recherche plutôt une relation linéaire dans les variables, quoi. Donc, oui, tout à fait. Oui, après, effectivement, enfin, oui, complètement. Tu peux tout à fait, enfin, après, c'est à toi de définir comment tu considères tes variables. Est-ce qu'il y a une linéarité ou pas? Là, dans mon exemple, il y a une linéarité, mais ça pourrait ne pas être le cas du tout, oui, tout à fait. Et du coup, là, tu es plutôt obligé de passer par des demi-variables. Oui, donc du coup, on peut traiter une échelle gauche-droite comme une quantité discrète, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on vient de dire, en fait. On est obligé de tester le modèle mesure d'une... Variable latente. Ouais, variable latente, même si l'échelle de référence a déjà été validée. Ben oui, parce qu'en fait, justement, tu vas tester ton modèle de mesure, justement pour voir si ton modèle s'ajuste à tes données. Tu as un nouvel échantillon, c'est-à-dire que l'échelle a déjà été validée, très bien. Par exemple, tu sais que pour mesurer la mémoire chez des personnes ou l'intelligence, si je reprends cet exemple, tu vas utiliser tel questionnaire, ok, très bien. Mais sauf qu'en fait, tu ne sais pas si dans ta population, ça s'ajuste à tes données. Tu peux très bien être face à des données sur une population très particulière. Par exemple, si tu es sur une population avec une pathologie très particulière, peut-être que ton modèle de mesure ne va pas du tout s'ajuster à tes données. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as plutôt intérêt à vérifier si ton modèle s'ajuste à tes données, même si le modèle a déjà été validé. Merci beaucoup, Solène, ça m'aide beaucoup. Tant mieux. Peut-on faire des SEM sur des variables observées? Oui, Émilie. C'est ce que j'ai fait dans mon deuxième exemple, en fait. Je suis que sur des variables observées. En fait, j'ai aucune variable latente. Alors, attends, je switch. Là. Donc, vous me dites si je vous donne le mal de mer, j'en suis vraiment désolée. Là, ce sont que des variables observées, en fait. J'ai aucune variable latente. J'ai pas mon petit égal avec ma tilde, en fait. Toutes les variables sont des variables qui sont présentes dans mon fichier DF, en fait. J'avais une autre question concernant ce dont on parlait, là, les échelles.
Alors, peut-être que... Enfin, moi, je suis pas psychologue, mais c'est des modèles que j'aimerais utiliser quand même. Et, donc, les échelles dont vous parlez, vous dites qu'on trouve ça dans la littérature. Est-ce que c'est recensé quelque part à un endroit ou est-ce qu'on est obligé de faire une recherche fastidieuse, par exemple, pour des trucs qui sont très banalisés? Moi, je serais intéressé, par exemple, pour le positionnement politique et la sensibilité environnementale. J'imagine que c'est des trucs qui sont vraiment balisés. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a une référence établie quelque part? Enfin, comment ça se passe? Alors ça, une petite recherche bibliographique sur le sujet, vous allez très vite trouver sur les articles. C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, D'accord. Désolée. Il n'y a pas un site officiel de la psychologie qui référence tous les trucs acceptés, enfin toutes les échelles acceptées. En fait, échelle acceptée, c'est-à-dire qu'elles le sont à un instant T, elles le sont plus. Enfin, la population évolue. Il y a des questions qu'on posait il y a 50 ans, on ne peut plus les poser de la même façon aujourd'hui. Donc non. Après, le site, si vous voulez vous lancer là-dedans, avec plaisir. Le site, ah oui, non, comme je vous dis, je découvre à peine aujourd'hui, donc peut-être dans plusieurs années, alors quand je serai expert, mais pas aujourd'hui. Quel avantage au SEM par rapport à une analyse classique de régression? Et bien là, je renvoie à l'article, il y a un super article, un article de Hayes qui est paru là à début 2023, où en fait, Hayes, alors je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là, en fait, pour ceux qui ont l'habitude de faire des SEM et des médiations, mais des modérations, il y a je vais peut-être mettre la ref dans le chat, il y a la petite macro process, je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, qui est justement basé uniquement sur des régressions. Hop. Et en fait, alors la différence par rapport au SEM, c'est tout simplement que vos modèles de régression, ce sont des modèles, c'est une technique d'analyse en fait qui part des données. Donc en fait, vos modèles de régression sont dépendantes de vos données. Vous testez pas en fait un modèle théorique et l'adéquation de ce modèle aux données. Vous partez directement des données. Donc en fait, les estimates, l'intercept, etc. que vous obtenez, c'est directement dépendant de votre échantillon. L'intérêt des SEM, l'avantage du SEM par rapport à une analyse classique de régression, c'est tout simplement la puissance même du SEM, c'est tout simplement de tester un modèle théorique a priori en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et en fait, l'article de Hayes, je n'ai pas forcément fini de détailler, en fait, l'article de Hayes où il compare donc sa macro, où lui, il se base que sur des modèles de régression, il compare par rapport au modèle SEM. En fait, concrètement, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que, voilà, il n'y a pas de formulation. Enfin, il y en a un qui est des analyses data-driven, donc toutes les analyses de régression, et l'autre qui est au contraire un modèle SEM, donc qui part du modèle théorique. Mais il est testé sur des données. Il est testé sur des données, certes, mais en fait, les indices d'adéquation, en fait, c'est ce premier modèle. Alors, je vais reprendre là. Tac, tac, tac. Voilà. En fait, est-ce qu'il est testé sur des données, mais justement, ce modèle théorique, est-ce qu'il s'ajuste à vos données? C'est cette première étape que vous n'avez pas dans les modèles de régression classiques, en fait. Est-ce que c'est pas quelque chose qui permet, que permet le R carré, justement, dans les modèles classiques, ça permet pas de répondre à cette question en partie, ou la p-value générale du modèle aussi? En fait, la p-value générale du modèle, en fait, c'est juste c'est juste un positionnement théorique complètement différent. Soit vous partez de vos données, vous calculez, par exemple, ce que j'ai fait avant avec Baron et Kenny, tac là. Soit vous partez des données et en fait là,
cet exemple-là, en fait, bon, ça, chaque rond, c'est chaque sujet. En fait, vous avez les indicateurs de pente et d'ordonnées à l'origine qui sont directement dépendantes, en fait, de vos données. Soit, donc là, voilà, on est complètement, on a notre modèle de régression directement, qui dépend directement des données de notre échantillon. Les modèles SEM, c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord vérifier, en fait, il y a une première étape en premier où en fait, on va vérifier si le modèle théorique s'ajuste à nos données. Mais effectivement, après, quand on réalise les régressions, c'est effectivement basé sur les données de notre échantillon. On a vérifié en amont si le modèle s'ajustait bien à nos données. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la deuxième étape, on ne va pas vérifier les régressions si le modèle ne s'ajuste pas. C'est un peu le plus, en fait, des SEM par rapport au modèle de régression classique. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est effect size. Pardon, pour interprète, c'était dans le package effect size. Alors, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, sur les tailles d'échantillons ou de dimensions de la base de données. Attends, je reprends mes notes. Hop. David, tu as parlé de 10 observations par variable. Ça me surprend. Ouais. Pourquoi? Par variable, pas par modalité. Par variable. Ah ouais, on travaille vraiment pas pareil. Hein. Enfin, mais c'est pour ça qu'on est ensemble. Hein. C'est pour échanger. D'accord. Par variable. Et après, sur la taille des groupes, alors, en fait, moi, j'ai pas par exemple, on a un jeu de données au niveau européen, je sais pas, on prend les 30 pays, il y a pas tu te retrouves avec 30 paramètres en plus. Enfin, c'est pas d'avoir j'allais dire une taille de groupe importante, mais 30, c'est peut-être pas forcément très important, mais il n'y a pas de... Tu avais juste 30 paramètres de plus. Ouais. En fait, effectivement, plus tu as de paramètres, plus ton modèle est complexe aussi, c'est-à-dire plus tu rajoutes des relations entre tes variables, plus tu as intérêt à avoir des sujets. Alors, je sais qu'en psychologie, vous êtes très intelligent, mais il n'y a pas un moment où vous avez trop de paramètres à prendre en compte? Bah oui, mais justement, c'est pour ça, d'où l'intérêt de faire un modèle parcimonieux. Donc, vous faites des dessins. Pour éviter de faire des dessins, justement, et de faire alors, des choses que tu peux afficher dans ton salon, ça te plaît, mais tu vois. Oui. Modèle parachute. Voilà, pour éviter de faire ça. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas que le nombre de variables, en fait, qui est importante. Il y a aussi les relations que tu as entre ces variables-là. Plus tu augmentes le nombre de relations entre tes variables, plus tu as intérêt à avoir un échantillon assez conséquent. Après, pour la taille de l'échantillon, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans d'autres disciplines, mais en psycho, on a l'habitude de calculer la taille d'effet a priori. En fait, pour savoir à quel moment tu vas pouvoir détecter ton effet, à partir de quelle taille d'échantillon tu vas pouvoir détecter ton effet. Et en fait, avec le package SimSem, tu peux donc simuler ton modèle SEM. En fait, le modèle que tu vas faire, tu lui rends ton modèle théorique et en fait, il va pouvoir t'indiquer quelle taille d'échantillon serait vraiment adaptée pour que tu trouves... pour que ton modèle s'ajuste à tes données et puis pour que tes résultats de régression soient significatifs. Et du coup, en termes de temps de calcul de ressources, c'est... rapide. C'est instantané. D'accord. Pas plus que des modèles de régression qui peuvent être peut-être un peu complexes ou des modèles d'analyse factorielle. Non, c'est vraiment très rapide. On a lancé un sujet dessin. Ouais. Je ne sais pas du tout, les modèles théoriques, quand tu fais tes présentations pour des articles, tu fais quoi? Tu utilises des packages R ou tu... Ouais, en fait, tac. Je l'ai mis en fait dans la présentation.
C'est vrai que j'ai pu être confuse à pas mal de moments. Alors bon, c'est pas celui-là, c'est pas forcément le plus beau, mais en fait, il y a le package SemPlot qui permet de faire des choses vraiment pas mal avec la fonction SemPass ici. Donc, et on peut même rajouter des petites étoiles, voilà. Avec donc là, c'est le package. Je sais plus quel package c'est. La fonction, c'est Marxing. Je crois que c'est aussi dans SemPlot. Je vérifie ça tout de suite. Ouais, pour avoir, tu vois, par exemple là. Voilà, donc c'est toujours le package SemPlot, la petite fonction SemPass, et ensuite après, voilà, tu rajoutes tes petites étoiles ou pas. Enfin, ça, c'est typiquement le genre de graphique que tu trouves dans des publications, en fait. Après, non, j'ai pas d'autres packages à conseiller. Je trouve que celui-là fonctionne plutôt bien, et même avec des modèles finalement assez complexes, en fait. Et donc, oui, je disais que je cherchais Marxing, je sais plus. Ah oui, c'est dans SemP Tools. Je vais juste mettre dans le chat. Alors, pas bien compris comment calculer la taille d'effet a priori. Je suis très intéressée pour comment calibrer la taille d'échantillon nécessaire avant de lancer son enquête. Ouais, mais là, il faudrait que je fasse un deuxième tuto sur, sur la puissance stat. En fait... Je suis intéressé pour ce deuxième tuto. C'est gentil. En fait... Vous avez peut-être une ressource à me conseiller pour ne pas perdre de temps à ce moment-là? Oui. Alors, en fait, là, déjà, il y a le package SimSem. En fait, allez sur le site simsem.org. Tout est hyper bien expliqué. J'essaie juste de chercher sur quelle page exactement ils en parlent. Bon, après, si vous me dites d'aller sur le site SimSem, ouais. en soi, ne perdez pas de temps. Je pense que je vais entrer en compétence de trouver la page, j'espère. Oui. Après, il y a aussi, non, parce que la question balaye aussi le fait de calculer la taille, alors, comment calculer la taille d'effet a priori pour savoir comment bien calibrer la taille d'échantillon nécessaire avant. Alors, pour calculer la taille d'effet a priori, vous l'avez dans les précédentes études sur le sujet, en fait. Vous n'avez pas à l'inventer. Ou sinon, ça va être... Je ne pense pas que j'aurai des précédentes études sur mon sujet, personnellement. Bon, mettre des choses un peu proches. Ou sinon, mettre des tailles d'effet moyennes, en fait. Simplement, pour obtenir une taille d'effet moyenne, qu'est-ce qu'il faut comme échantillon? D'accord. Ok, merci. Oui, voilà, il faut. On considère qu'il faut définir une taille d'effet qu'on serait embêté de rater. Oui, c'est ça, en fait. Il faut savoir quel effet on veut. C'est toujours l'équilibre, en fait, entre pouvoir détecter son effet, mais pas non plus devoir recruter 20 millions de personnes, quoi. C'est toujours l'équilibre entre les deux. Et ensuite, le souci intellectuel à comprendre le point. Si vous avez un petit échantillon... Je suis pas sûre de comprendre la question. Si on a un petit échantillon, on n'est pas à l'abri que tout ça ce soit artefactuel. Oui, oui, non.
Ouais, je suis pas sûre de comprendre la question de Jérémy, en tout cas. Et si c'est possible de prendre le micro pour expliquer, ce serait peut-être plus simple. Ah. Oui, c'est ça. Non, mais oui, effectivement, en fait, on est, il y en a qui écoutent seulement, ils n'ont pas de micro. C'est vrai. Ouais, c'est sûr que sur les petits échantillons, alors, la relation, l'intervalle de confiance augmente effectivement, il y a une imprécision. Si on considère que l'échantillon est une mesure fidèle de la population qu'on étudie, je ne dirais pas que c'est biaisé, mais il y a de l'incertitude sur les relations, quoi. En fait, pour moi, les risques de petits échantillons, alors incertitude sur, effectivement, tu as tout à fait raison, sur les relations, mais surtout, en fait, rien trouver du tout, quoi. Enfin, c'est, à mon avis, il y a un plus grand risque de ne rien avoir comme résultat que d'avoir des résultats erronés, en fait, finalement. Mais oui, on n'est pas à l'abri d'avoir des résultats qui sont tout à fait erronés. Ça, on le voit il suffit d'avoir un échantillon très particulier. Voilà, vous avez un résultat qui est très dépendant de votre échantillon et vous pouvez refaire 15 000 fois votre recherche et ne jamais retrouver ce résultat-là. Là, après, c'est l'article de Ioannidis. Pourquoi tous les résultats de la recherche, la plupart des résultats de la recherche sont faux? Ouais, quand on se base sur des petits échantillons, c'est un risque, effectivement. C'est pour ça que c'est important de pouvoir bien le définir en amont, effectivement. Normalement, la p-value est censée confirmer que ce n'est pas du hasard. Oui, c'est ça. En fait, alors, c'est pas qu'elle confirme, c'est qu'en fait, c'est la proportion de risque qu'on prend que l'effet détecté soit dû au hasard ou pas. J'avais jamais entendu comme ça, mais j'aime bien. Proportion de risque qu'on prend, qu'on accepte. Ouais, c'est ça qu'on accepte, en fait, qu'on prend. En fait, quel pourcentage... c'est plus... Je dis un peu plus trivialement aux étudiants, je dis plus quel pourcentage je prends de... si je dis, par exemple, que mon effet est significatif, est-ce que... quel risque je prends que ce soit une grosse connerie ou pas, en fait? Je pense qu'il reste un peu de place dans le quota gros mots, là. On a été prudent tout à l'heure, on peut y aller. Il y a une limite, en fait, par tuto? Oui, mais elle est assez haute. Ok, ça va. Et du coup, toi, en psychologie, là, pour les publications, c'est essentiellement des SEM que vous utilisez, c'est-à-dire... Non, pas du tout. En fait, les SEM, on utilise pas mal de SEM. Il y a aussi un effet de mode, hein. Derrière tout ça, je pense qu'il faut aussi se le dire. Il y a des journaux, clairement, des revues qui te disent que oui, si tu fais pas de SEM, ton article ne vaut rien et du coup, tu seras pas publié. C'est clairement assumé. Après, non, il y a beaucoup de régressions, il y a beaucoup même de statistiques tout à fait basiques. D'ailleurs, les deux articles sur lesquels je me base, en fait, ont fait des statistiques extrêmement basiques. Ils ont fait des ANOVA, donc c'est juste des tests de comparaison de moyenne. Après, ça date d'il y a une dizaine d'années. Mais non, les SEM sont pas tant développées que ça. Elles ont tendance à se développer de plus en plus. Et surtout dans cette idée de pouvoir de ne pas s'éloigner du modèle théorique, vraiment la préenregistrement vraiment dans ce lien-là, et le fait de pouvoir reproduire en fait les résultats. Du coup, les SEM sont tout à fait appropriés à ce genre de démarche. Donc oui, c'est complètement... Après, là par exemple, je me mets à faire des classifications, des développements en classe latente, donc qui sont des modèles de SEM, mais pour des classifications. En fait, c'est la CAH, mais version SEM, quoi. Classification ascendante hiérarchique, mais version SEM. Je faisais pas ça il y a 5 ans. Et le package pour ça m'intéresse aussi. Pour les CAH version SEM, alors il y a Tidy LPA.
Je les ai pas en tête, mais je vais chercher ça. En fait, alors il y a deux types il y a plusieurs types de classifications qui sont donc des modèles SEM. Il y a les LPA, donc Latent Profile Analysis. Donc eux ça c'est basé quand on fait des LPA, c'est quand on est sur des variables exclusivement continues. Linéaire. Après, on peut faire aussi des LCA, Latent Classification Analysis. Donc là, on est sur des variables qualitatives. Et on peut aussi faire des LTA. Donc là, c'est quand on est sur des transitions. En fait, quand on est donc pour faire du longitudinal entre les classifications. Donc en fait, on va tester, est-ce que notre classification au temps 1, c'est la même qu'au temps 2, c'est la même qu'au temps 3, etc. Et donc le package pour faire tout ça, je le cherche tranquillement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions en attendant. On n'est pas habitué à ce qu'on puisse faire deux choses en même temps, donc on va te laisser chercher. D'accord. Parce que moi j'ai une question, mais elle est sérieuse, donc je vais attendre. Oh, d'accord, ok. Le package. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, mais... J'y suis presque. Ouais, il y a Tidy LPA. Ouais, c'est ça, c'est Tidy LPA. Après, ça, c'est pour LPA. J'imagine qu'il y a la même chose pour la LCA. Je mets dans le chat. D'accord, en tout cas, merci. Je ne savais pas que c'était possible aussi de faire également de la stat desk, des classifications, des choses comme ça avec ces modèles. Seulement, c'est peut-être bizarre d'un point de vue plus mental, intellectuel, puisque vous dites que c'est par essence, c'est pour un mode d'approche hypothético-déductif. On va faire un modèle théorique qu'on va tester dans la réalité, alors que les classifications, c'est plus, il me semble, c'est plus pour de l'inductif en manière générale. Et donc, ça me semble bizarre de faire des SEM qui sont censés être pour du déductif sur une méthode qui est plutôt à l'origine pour de l'inductif. Pourquoi la méthode serait forcément pour de l'inductif? En fait, c'est juste à vous de changer de paradigme. D'accord, donc on peut faire des CAH pour du déductif aussi. En fait, vous avez là la chercheuse pour laquelle je fais ça. En fait, elle imagine, elle a fait, en fait, c'était un protocole avec des participants. Elle a mis en place un atelier, en fait, autour de la résilience. Et ensuite, elle voulait voir, entre temps 1 et temps 2, si son atelier, en fait, si les personnes se classaient dans les mêmes catégories ou pas. Et en fait, elle avait une hypothèse sur le nombre de classes qu'elle allait avoir a priori, autant au temps 1 qu'au temps 2. Elle avait son modèle théorique très, très placé. Après, oui, c'est sûr que ça nécessite de vraiment poser son modèle théorique, de le formaliser en fait. Surtout qu'on n'a pas de validateur comme avec les régressions. On n'a pas de R carré ou de choses comme ça avec les classifs. On n'a pas de R carré. Non. C'est pour ça que je disais que il me semblait que c'était plus. Après, vous avez quand même, en tout cas pour là, les LPA, il y a tout un tas d'indicateurs qui permettent de savoir quel est, parce que là, donc on a fait différents tests qui permettent de savoir quel est le modèle justement qui s'ajuste le mieux aux données. Donc, est-ce que c'est le modèle en 3 classes? Est-ce que c'est le modèle en 5 classes? D'accord, ok. Alors, du coup, tu parlais de temps 1, temps 2. Juste en cas de données longitudinales, par exemple, tu as 10 périodes d'observation. Tu considères que le temps, c'est un groupe, comme tu as les chats noirs, les chats blancs, ou est-ce que c'est modélisé autrement? Entre les classes? Par exemple, entre les temps.
Si tu as dit, par exemple, avec des données longitudinales, tu as 10 observations qui correspondent à 10 dates différentes. Tu déclares... Les grosses modèles, ah oui, non, ça va être modélisé différemment, en fait. Non, tu vas encore que... non, ouais, tu vas le modéliser. Attends. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait, tu peux le mettre en variable. Tu peux mettre ta variable groupe. Mais effectivement, ça dit tant. En fait, tu as d'autres fonctions qui te permettent de faire du longitudinal avec la vanne. Donc, tout dépend en fait de ce que tu souhaites faire. Après, si tu as 10 groupes, non, tu vas pas utiliser cette fonction-là. Après, un truc dont j'ai pas parlé, mais qui est hyper utile pour justement comparer tes groupes et comparer par exemple tes différents temps ou chat noir, chat blanc. En fait, j'aurais dû le faire avant. Alors, chat noir, pas forcément chat blanc, chat d'autres couleurs. C'est ce qui s'appelle des mesures d'invariance. En fait, pour savoir si tu as une différence significative entre tes différents groupes. Donc là, on pourrait voir si tu as une différence significative entre tes différents temps de mesure. En fait, tu peux passer comme ça, mais ça me paraît un peu cavalier. Alors, si tu n'as pas trop de temps de mesure, tu peux le faire de cette façon-là. Sinon, il vaut mieux utiliser les fonctions spécifiques. Après, je ne suis pas experte là-dedans. Bon, enfin, c'était un peu ce qu'il y a des fonctions spécifiques, d'accord. Ouais. Écoutez, je ne sais pas, on arrive, non, il reste un peu de temps, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que je reparcours le chat, mais en fait, vu que tu l'as parcouru au fil. En même temps, ouais. Je ne sais pas si mes collègues veulent intervenir ou pas. Et ouais, non, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent les SEM, j'aurais dû en fait faire des mesures d'invariance entre mes groupes chats, en fait, sur les deux modèles pour voir s'il y avait une différence en fait significative entre mes deux modèles. Ah, comment seront-elles accessibles? Ben, alors. Je sais pas, sur le site. Ouais, sur le site web, sur la page du tuto, là, le temps que on réalise la petite vidéo et on dépose les documents. Donc ça peut être généralement c'est à court terme. Ouais, c'est souvent le soir même, mais c'est peut-être dans la semaine. Je ne m'engage pas. Ouais. En plus, on a eu des chats noirs aujourd'hui, donc. Avant le tuto et pendant le tuto, c'est très fort. C'est le Black Friday, je paye un truc. Ouais. Bien joué. Écoute, je vois que déjà on commence à te remercier, donc on va te remercier au nom de l'équipe des tutos pour ce tuto sur les équations structurelles. Merci beaucoup Solène. Merci aussi aux participants, parce que c'est aussi grâce à vos échanges que les tutos sont si intéressants. Et pour les tutos, on vous donne rendez-vous le 21 décembre avec Nicolas Lambert, notre collègue cartographe, pour un tuto sur Observable, et qui va être vraiment pas uniquement orienté carto, voilà, c'est Observable pour les SHS, donc je vous convie le 21 décembre, juste avant de partir certainement en congé pour les fêtes de fin d'année. Donc, merci à toutes et tous, et puis à bientôt. Merci encore.